Bienvenue de retour. Alors, la prochaine séance est quelque chose de très important pour nous tous à la RSS et toutes les entités réglementées, je n'en doute pas. Une de nos priorités vise à aider l'Ontario à devenir une instance chef de file en matière de réglementation. Pour veiller à ce que tout le monde ait accès aux meilleurs renseignements possibles, vous allez entendre parler de ce que l'on fait pour examiner le domaine des organisations de l'industrie financière technologique, les FinTech. Alors, le prochain panel sera animé par Marlena Labinic et elle interrogera Layela El-Haïdi et Elvis Wong. Merci Glenn. Bonjour à tous. Merci de nouveau Glenn de m'avoir si chaleureusement invité. Comme Marc le disait, le Bureau de l'innovation vient de publier son cadre sur l'innovation et donc je souhaite vous rappeler que l'objectif du cadre est d'établir des principes directeurs qui aident les joueurs du marché à proposer des produits innovants de manière durable et accessible. Le cadre explique les outils mis en place afin de permettre tout cela et afin de permettre aux joueurs du marché de proposer des produits et services et aider, tandis que nous continuons de maintenir la confiance du public dans le secteur des services financiers de l'Ontario. Nous venons d'ouvrir nos portes à un environnement d'essai et d'apprentissage à une échelle modeste à l'heure actuelle, mais il s'agit de l'élargir, afin d'élargir l'engagement auprès de startups, dont FinTech Cadence. FinTech Cadence est une organisation de Montréal dont la mission est d'encourager l'innovation dans le domaine des FinTech. Cette entreprise collabore avec de grands talents, des entreprises en démarrage, des universités, des accélérateurs, pépinières, institutions financières et ainsi de suite, afin d'innover ensemble. Tout à fait le thème du jour, c'est-à-dire la collaboration. Elvis et Layal, merci d'être des nôtres. Je vous ai invité ce matin pour discuter des moyens par lesquels vous estimez que notre bureau d'innovation peut aider les entreprises comme la vôtre à offrir une plus grande innovation aux consommateurs de l'Ontario. J'aimerais que vous me disiez ce que le cadre de l'innovation peut faire pour les entreprises comme la vôtre et les défis auxquels on sera peut-être confronté. Et également certaines des tendances que vous constatez dans le paysage des FinTech et ce que vous pouvez faire pour maintenir un secteur compétitif pour nos consommateurs. Alors, vous nous avez donné beaucoup de soutien au fil de nos consultations et nous en sommes très reconnaissants. Alors, vous connaissez très bien le cadre de l'innovation. Nous entendons souvent que les réglementations sont une menace pour l'innovation. À votre avis, qu'en est-il de l'ARSF à titre d'organe de réglementation d'un nombre de secteurs qui souhaitent être facilitateurs? Quelles sont vos réflexions? Merci de nous avoir invités. C'est vraiment formidable d'entendre les panels qui nous ont précédés également. Alors, dans la mesure de notre possible, nous allons tâcher de donner nos opinions en espérant qu'elles soient utiles. D'abord, sachez que le régulateur joue un rôle très important dans la mise en place du secteur et des entreprises de FinTech, de technologie financière. Alors, il faut y appliquer la lentille, c'est-à-dire, est-il important pour la RSF d'avoir un cadre d'innovation? Oui, il faut avoir, enfin, les régulateurs doivent comprendre, on le veut ou non, et je présume que vous souhaitez qu'il y ait de l'innovation. Alors, c'est essentiel d'avoir un positionnement officiel de la part de l'autorité compétente. Il est important pour la RSS de comprendre pourquoi l'innovation est importante pour nous. Vous avez entendu quelques personnes aujourd'hui en parler. Et à l'interne, si nous sommes d'accord que l'innovation doit se produire et que nous voulons l'encourager, quel est le rôle de la RSS à l'interne? Mais par ailleurs, et ça c'est une question clé, tout le monde qui participe dans ces écosystèmes, entreprises en démarrage, institutions financières,
doivent comprendre quel est ce positionnement de l'ARSF et que peut faire le régulateur pour encourager une innovation. Et c'est ce que nous constatons, à mon avis, avec le cadre lui-même. Merci. Si vous me permettez de rebondir sur ce que disait ma collègue dans le panel qui nous a précédés, on a dit que toutes les innovations ne sont pas forcément avantageuses. Ce que je dirais, c'est que nous, ici à Cadence, nous estimons que la réglementation est nécessaire pour encadrer les entreprises de technologie financière, car on veut que les bons joueurs, les bons acteurs survivent. Et on sait qu'il y a des entreprises en démarrage qui ne sont pas dans l'intérêt des Canadiens. Et nous voulons que les régulateurs puissent encourager les bonnes innovations et certainement supprimer les mauvais acteurs, ou du moins les surveiller. Alors, au Canada, il est important d'avoir cette discussion. Comment la réglementation peut un peu tuer l'innovation dans l'œuf, mais notre point de vue est différent. D'abord, ce que l'on veut, ce n'est pas une absence de réglementation, mais plutôt une réglementation claire et de manière plus importante. Et nous avons beaucoup parlé de principes. Nous voulons que le régulateur soit encouragé par le secteur. On veut que le mandat du régulateur soit avant-gardiste, qu'il ne s'agisse pas exclusivement d'un organe d'exécution de la loi. Oui, je pense que vous insistez sur l'aspect de la transparence, de la clarté et de veiller à ce que nous continuions d'encourager l'innovation responsable. Pensez-vous que ce cadre est suffisant et qu'il nous permet de réaliser notre énoncé de mission, c'est-à-dire que l'Ontario devienne un marché à la fine pointe de l'innovation des services financiers? Avez-vous quelque chose à dire sur cette question? Eh bien, nous avons passé en revue le cadre de l'innovation dans le détail. Nous estimons qu'il est très exhaustif. Nous apprécions beaucoup l'approche qui a été prise. Vous le disiez, c'est proactif. Donc, l'ARSF tâche de voir quelles sont les choses que l'on peut voir du côté des prêts hypothécaires, de l'assurance, des coopératives de crédit, car tous ces secteurs sont l'objet de transformations importantes. Il s'agit pour nous d'adapter la réglementation à l'évolution du marché tout en veillant à communiquer avec d'autres parties prenantes, dont les entreprises de technologie financière. Alors, nous pensons que le cadre est exhaustif, oui, mais du point de vue aussi de la place des institutions financières. Il s'agit de conjuguer le point de vue à la fois des institutions financières et des fintechs. Le cadre est suffisant, le défi essaie de passer aux mesures concrètes. Oui, bon, vous avez raison. Marlene, beaucoup de travail a été consacré à l'établissement de ce cadre et je pense que la possibilité de communiquer avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles comprennent de quoi il est question. Vous savez, le problème avec les entreprises de technologie financière, c'est qu'elles trouvent la réglementation trop complexe. Ce ne sont pas des personnes qui connaissent forcément très bien la conformité, qui comprennent le rôle même de la réglementation. Donc, il s'agit de discuter avec des entrepreneurs de manière assez élémentaire. La BBA de la réglementation, le régulateur doit s'adresser à ces entreprises en disant voici notre rôle, voici ce qu'on attend de vous. Souvent, les entreprises de technologie financière ne comprennent pas le rôle du régulateur. Ils pensent aussi que c'est très coûteux. Alors, souvent, lorsque vous parlez conformité, vous vous dites ça y est, il faut embaucher un service du contentieux. Non, une fois qu'on peut déboulonner ce mythe, je pense qu'on peut établir une relation qui soit fructueuse entre le régulateur et l'entreprise. Ce cadre-ci, ce cadre de l'innovation, s'il est mis en œuvre comme on l'entend, s'il est simplifié, je pense que les fintechs seraient fort intéressés de participer à la conversation. On a constaté que cela s'est fait de manière plus organique d'ailleurs avec la création de notre bureau. C'est essentiel pour nous de veiller à ce que les parties prenantes aient la possibilité de collaboration. Nous voulons appliquer la politique de la porte ouverte pour que des personnes comme vous puissent
tisser des liens avec le régulateur pour mieux comprendre les enjeux qui touchent votre secteur et quelles sont les innovations que vous essayez de mettre en œuvre pour résoudre des problèmes. Et évidemment, quels sont les irritants réglementaires. Et nos outils, processus et les éléments du cadre ont été conçus selon cela. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous nous rejoignons sur ce principe. Ce que vous dites est très important. Nous devons être consultés. C'est ce qui permettra d'améliorer l'innovation en Ontario. Je pense qu'avec l'annonce de la publicité du cadre, c'est très bien. J'espère que les entreprises en démarrage vont continuer de communiquer avec vous et vous êtes proactifs en travaillant avec des organisations comme la nôtre. Mais je pense que cela doit se faire de manière permanente, que ce soit un rappel mensuel. Par exemple, la RSF existe, voilà la raison pour laquelle il faut communiquer avec lui. Et il faut que ce soit communiqué, sinon martelé. C'est ce qui permettra de veiller à ce que le cadre soit mis en œuvre avec succès. Merci. Alors, nous avons, je pense, parlé des défis, pas forcément les défis, mais certaines des considérations qu'il faut garder à l'esprit, tandis que nous passons à la mise en œuvre. Cohérence, communication unique, communication ouverte et autre chose. Y a-t-il autre chose qu'il faut garder à l'œil, ou une chose qu'il faut éliminer même, pour veiller à ce que les entreprises en démarrage et de technologie financière se sentent soutenues? Oui, alors je commence et peut-être que Elvis voudra renchérir. Je ne veux pas être répétitive, mais vous avez parlé des irritants. Quel est l'irritant réglementaire pour ces entreprises en démarrage? C'est important de les déceler. Nous avons parlé d'entreprises en démarrage qui ont du mal à s'y retrouver dans la réglementation. Et c'est peut-être un manque de compréhension de leur part, mais peut-être aussi, peut-être que c'est une mauvaise compréhension de la part de l'autorité par rapport au processus. Pourquoi faut-il mettre en place un produit rapidement pour cet entrepreneur? Vous savez, les entrepreneurs veulent payer leurs employés, ils veulent aussi faire des ventes, veulent développer des produits. Alors, quand doit-il communiquer avec les organismes de réglementation? Et ça, c'est leur responsabilité, mais il est aussi important pour le régulateur, dans le cas de la RSF, de dire, voici ce qu'il faut pour mettre en place un produit, voici ce qu'il faut pour mettre au point un produit d'assurance, voici la technologie dont on se sert, voici la technologie d'intelligence artificielle qu'il nous faut. Alors, lorsque vous avez une conversation l'un avec l'autre, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises en démarrage de présenter ces irritants. Et ensuite, le régulateur, évidemment, pourra tâcher de les aplanir. Merci. Alors, justement, une chose qu'on voulait soulever, c'était le fait que les règlements ambigus dans le passé ont causé du tort aux entreprises de technologie financière, pas forcément exclusivement en Ontario ou dans le domaine des assurances, mais il y a beaucoup d'entreprises en démarrage, de start-up qui ont été lancées en Ontario, qui ont réussi à obtenir des clients, à les aider, mais en raison de règlements flous par rapport à leurs produits, leurs services, ces entreprises sont parties aux États-Unis pour servir des clients américains. Je pense à Northweb, qui est passé du Québec à l'Ontario aux États-Unis, Thrive Savings également, ou alors certaines de nos startups qui ont fermé leurs portes parce qu'elles estimaient qu'elles ne pouvaient pas s'y retrouver dans le dédale de la réglementation, exclusivement en raison de la réglementation, pas parce qu'elles n'avaient pas de clients, pas de financement, mais plutôt parce que il y avait trop peu de clarté dans la réglementation. Donc, je pense que le défi consiste à veiller à ce qu'il y ait plus de clarté de conseils pour ces entreprises. Oui, allez-y. Excusez-moi de vous couper la parole sans arrêt. Je pense que les startups, parfois, n'arrivent pas à se retrouver dans des dalles de réglementation. Il y a d'autres parties prenantes qui pourraient être partenaires ou clients de ces entreprises qui aussi cherchent à éviter de tremper dans des réglementations qui peuvent être problématiques. Je pense aux institutions financières, dont les coopératives de crédit qui hésitent souvent à secouer le pommier du régulateur parce qu'elles ont beaucoup plus à perdre que les plus petites entreprises, les entreprises en démarrage. Donc, on parle d'innovation, du paysage des fintechs.
Et vous avez entendu Elvis vous dire que certaines entreprises canadiennes sont parties aux États-Unis en raison de la réglementation. Je pense qu'il est important de veiller euh, à ce que les grandes entreprises sachent aussi s'y retrouver dans l'innovation pour qu'elles puissent faire appel aux entreprises en démarrage et de technologies financières elles aussi. Oui, et notre cadre s'adresse à ces deux choses pour s'assurer que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, pour que l'innovation soit également un environnement propice au test et à l'apprentissage, car il est important de tester ces innovations et ces applis selon des paramètres bien définis. Il faut également s'assurer que les résultats obtenus pourront être appuyés par des données. Alors, FinTech Cadence a débuté au Québec. Vous avez un partenariat notamment avec l'AMF et avez développé un bon écosystème. Pouvez-vous parler des leçons tirées et des choses qu'il faut garder en tête concernant la relation avec l'AMF au Québec? Oui, nous avons bâti notre organisation à Montréal et on doit dire que le système de collaboration a beaucoup aidé. Le paysage au Québec et particulièrement à Montréal est très propice au succès parce que depuis le tout début, les parties prenantes ont mené des discussions. Il y a les investisseurs ont parlé avec le FinTech. La FinTech parle aux institutions financières. Les investisseurs parlent aux fondateurs d'entreprises. Voici quelque chose qui fonctionne bien. L'innovation est importante et elle est encouragée. Et comme vous l'avez dit, ce qui est important, c'est la confiance des consommateurs. Autre point important que l'AMF prend en compte, effectivement, l'AMF n'a pas toutes les réponses aux questions. Comment est-ce qu'on peut attaquer l'AMF à la crypto-monnaie? C'est une des questions au tout début. L'AMF fait preuve d'humilité lorsqu'elle s'adresse auprès de FinTech. L'AMF vraiment veut savoir quelles sont les incidences potentielles de la FinTech sur les consommateurs. Les FinTech bâtissent des solutions avec les meilleures intentions, mais il peut y avoir des incidences non voulues. Au Québec, l'AMF a pu maintenir des conversations avec les FinTech pour dire «Oh, votre produit, c'est bien, mais il manque tel ou tel point», par exemple. Et cela est possible parce que les conversations avec les FinTech ont été tenues depuis le tout début. La transparence est toujours de mise. L'innovation est importante, oui, mais il faut faire attention avec le rythme accéléré des choses. Et la présence des régulateurs est la bienvenue dans toutes les conversations. L'écosystème de Montréal a vraiment connu beaucoup de succès grâce à toutes ces conversations qui ont tout le temps eu lieu. Il n'y a pas de travail en silo, mais plutôt une ouverture de la part de toutes les parties prenantes qui ont envie d'apprendre et qui comprennent que la compétitivité est bonne, mais pas au détriment de la ville et de la province. Oui, on en a parlé plusieurs fois. Et à mesure que proactivement nous menons des activités avec le FinTech, les centres de technologie, il faut s'assurer que la collaboration soit de mise. Il est important que tout le monde ait un siège à la table. Il y a des leçons à tirer des deux côtés, des leçons à tirer de notre côté pour savoir ce que l'innovation peut aider à résoudre comme problème. Et de l'autre côté de la table, les parties prenantes doivent comprendre comment la réglementation fonctionne et comment leurs produits et services peuvent avoir des incidences, le consommateur. Ellie, vous avez autre chose à ajouter? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est bien de pouvoir avoir des discussions sur le terrain avec l'Ontario, étant donné l'expérience qu'on a eue à Montréal et au Québec.
Moi, je viens de l'écosystème de Toronto. En Ontario, on a un espace fintech vraiment à succès, beaucoup de financement, mais ce n'est pas aussi ouvert que l'écosystème de Montréal. Certains joueurs obtiennent beaucoup d'appui et quand on fait de la fintech, c'est difficile de percer. Et présentement, il n'y a pas autant de connexions qu'à Montréal. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour aider les entrepreneurs à savoir vers qui se tourner et aussi pour répondre aux questions et apporter des éclaircissements pour les nouveaux entrepreneurs. Très bien, merci. Et pardon, je vous ai coupé auparavant, alors je voulais juste m'assurer que je vous ai donné l'occasion de pouvoir soulever le point que vous voulez soulever. Non, non, c'est bon, mais peut-être que c'est mieux ainsi parce que j'allais commencer en disant que nous, on est vraiment très optimistes et que la fintech est l'un des secteurs les plus importants au Canada. Je viens d'ailleurs de terminer un appel avec un partenaire qui pense à la même chose. Et je voulais dire que plus un écosystème est collaborateur, mieux c'est. Et je suis désolée si je me répète, il faut que l'écosystème soit, qu'il y ait un esprit de collaboration à l'écosystème partout, aussi bien en Ontario au Québec. Parce que qu'on regarde ce qu'ils trouvent ailleurs dans le monde, au Canada, il y a beaucoup de succès, mais on est quand même vraiment en retard par rapport à d'autres marchés. Alors, si on veut commencer à pouvoir être compétitif sur la scène internationale, sachant qu'on est déjà en retard vis-à-vis, comparé plutôt au Royaume-Uni, Singapour, Australie, États-Unis, Asie de l'Est, je pense que la meilleure leçon à tirer de ce qui se passe à Montréal, c'est la collaboration. Mettre en œuvre cette même stratégie en Ontario, basée, étant donné plutôt les points forts de l'Ontario. Il est important également de répondre aux besoins des consommateurs canadiens et que ce soit des entreprises canadiennes qui y répondent. Merci. Point très excellent. Alors, il nous reste 8 minutes. Et je voulais m'assurer qu'on puisse poser cette dernière question. Alors, on avance à la troisième année de la pandémie. Beaucoup de choses ont changé à cause de la COVID. Les personnes qui utilisaient beaucoup les plateformes en ligne pour faire les affaires depuis le début de la pandémie, quelles sont les tendances que vous avez observées? Les entrepreneurs, comment font-ils pour apporter de la valeur aux consommateurs étant donné les circonstances actuelles? Parfait. Evis, voulez-vous commencer? Oui? Je regarde quelles sont les entreprises en démarrage qui apportent de la valeur ajoutée dans la vie des Canadiens. Ce qui est intéressant à FinTech, c'est qu'on peut voir quels sont les changements en cours au Canada et répondre aux questions ou aux problèmes posés. De plus en plus de Canadiens deviennent pigistes ou travailleurs d'économie à la demande. Cela a un effet sur les régimes de retraite, les assurances. C'est pourquoi j'ai remarqué beaucoup d'entreprises en démarrage qui se concentrent sur des marchés niches. Beaucoup de travailleurs autonomes et de pigistes, il y en a de plus en plus et qui sont là pour justement offrir des produits d'assurance aux travailleurs autonomes. Beaucoup de travailleurs dans les organismes à but non lucratif, au BNL, sont des contractuels. Alors, comment leur offrir des avantages sociaux afin de pouvoir appuyer notre main-d'œuvre? Ça, c'est un segment, mais il y a également d'autres fintechs qui se concentrent sur les nouveaux arrivants ou les communautés racisées. Il y a une fintech basée ici en Ontario qui se concentre sur les travailleurs étrangers temporaires. Chaque année, des travailleurs mexicains viennent au Canada durant l'été. Ils viennent année après année.
Et les personnes ont besoin d'avoir accès à certains services financiers qui ne sont pas encore disponibles et c'est pourquoi la FinTech entre en jeu, justement, pour combler ce besoin. J'aimerais ajouter autre chose. Le- la FinTech a une influence sur les besoins des consommateurs. On voit que de plus en plus de consommateurs sont experts avec le monde numérique, pas seulement avec les services financiers. On sent que les gens sont de plus en plus au fait de ce qui se passe partout dans le monde. Et bien sûr, on entend les histoires avec GameStop et autres investissements. Donc, les consommateurs se demandent à quoi ressemblent les investissements pour eux, que faire si jamais il y a un changement drastique qui se passe. Et c'est pourquoi on voit de plus en plus de solutions FinTech qui entrent en jeu. Bon, ce cauchemar de pandémie dure depuis près de 3 ans et on voit que FinTech, donc oui, offre des solutions pour les consommateurs, mais on voit également des FinTech qui se tournent également vers les petites entreprises, entrepreneurs pour offrir des solutions d'affaires. Mais c'est très difficile de bâtir une entreprise en démarrage FinTech euh, pour dédié à 100% aux consommateurs. Et c'est pourquoi on voit des joueurs de la FinTech qui se tournent vers les petites entreprises. Parce qu'en général, et je le dis avec hésitation, on voit plus de taux de succès et de réussite lorsque les acteurs de FinTech sont là pour les petites entreprises. Est-ce que vous pensez que l'éducation des consommateurs est a une part importante puisque les choses changent très vite? Alors peut-être qu'il faut de l'éducation concernant ces nouveaux produits, ces nouveaux services, ces nouvelles affaires. C'est pourquoi la confiance est vraiment cruciale dans le monde de la finance, n'est-ce pas? Exactement. Allez-y. Oui, tout à fait. Il est très important pour les Canadiens et Canadiennes d'avoir une littératie numérique. On peut faire tellement de choses sur son cellulaire. D'ailleurs, plus tôt cette semaine, on avait une conversation avec l'Agence des consommateurs du Canada. Il faut que quelqu'un au pays tienne le rôle pour aider les Canadiens à bien comprendre les produits et services de la FinTech et que les consommateurs ainsi puissent comprendre ce qui est bon ou mauvais pour eux. Il faut que cette source soit non biaisée pour justement aider les Canadiens et les Canadiennes à naviguer dans ce nouveau paysage. Très bien. Alors, Léa et Elvis, je vous remercie d'avoir participé à ce panel. Et j'imagine que vous aurez et que nous aurons d'autres conversations à l'avenir à ce sujet pour continuer d'appuyer l'innovation et de permettre l'innovation dans le secteur financier. Et s'il y a un appel à l'action, une leçon à tirer de cette conversation, c'est que c'est la collaboration. Vous avez des informations pour nous contacter sur le site web. Il y a également la page des questions les plus fréquemment posées, foire aux questions. Donc, je vous invite à consulter notre site web et à nous contacter. Merci beaucoup. Et Glenn, à vous la parole. Merci Marlena. Et merci FinTech Cadence. Une séance très intéressante. Petit rappel, je remercie les personnes qui ont soumis leurs questions. Nous avons l'intention de répondre au plus de questions possibles et on répondra à vos questions sur le site de l'ARSF. Donc ne vous inquiétez pas, les membres de notre équipe sont là pour répondre à vos questions. J'ai vu une question qui disait comment épeler FinTech Cadence. Ça s'écrit CADENCE.
Donc, si vous voulez aller consulter le site de FinTech Alliance, allez-y. Alors, une fois de plus, merci à Marlene et son équipe.